le 11 janvier 1915. C'est la date de naissance d'une légende en Irlande du Nord. Pourquoi Paddy Mayne était-il si redouté? Ce n'était pas seulement pour le nombre de ses victimes, c'était pour la sauvagerie de ses méthodes. Le lieutenant-colonel Blair Paddy Mayne n'était pas juste un soldat en uniforme, c'était un bagarreur né, un tueur efficace. Il ne suivait pas les règles classiques de la guerre, il les brisait. Sur les rares clichés de l'époque, on distingue une mâchoire carrée et un regard impénétrable. Tout commence à Newtownards, une ville du comté de Down. Le cadre est confortable. Son père, William Mayne, est un avocat prospère. Un homme connu dans les cercles juridiques pour sa discipline de fer et son esprit tranchant. Sa mère, Margaret, est plus discrète mais tout aussi ferme. Elle élève 6 enfants selon des valeurs strictes, mais Paddy, le plus jeune, se détache immédiatement du lot. Ce n'est pas un élève modèle, ce n'est pas un enfant poli, c'est une force physique brute au comportement imprévisible. À première vue, un fils de bonne famille, mais en réalité, une force de la nature incontrôlable. Il ne fuyait jamais la confrontation, il courait vers elle. Il ne suivait personne en silence, il défiait l'autorité à chaque instant. Ses parents rêvaient d'un homme respectable et calme, un autre avocat en costume, comme son père. Mais Paddy suivait des instincts bien différents. L'école ne pouvait pas le contenir. Sa taille physique intimidait même les adultes. Les professeurs luttaient pour maintenir l'ordre, en vain. Il ignorait les règlements, il repoussait les limites acceptables. L'intégration sociale ne l'intéressait pas, mais ce n'était que le début des problèmes. Ce qui frappait les témoins, c'était son obsession pour l'extérieur. À l'image, les collines vertes et humides d'Irlande. Il y passait des heures interminables, seul avec son fusil. Il traquait les cerfs avec une précision mortelle. Il ne jouait pas, il s'entraînait. Ou alors, il luttait. Il cherchait des garçons 2 fois plus lourds que lui, juste pour l'adrénaline du combat, pour sentir la résistance des corps. On entend le bruit des os qui s'entrechoquent sur le sol dur. Ses frères aînés ont tenté de le guider, mais aucun ne pouvait égaler son niveau d'agression. Paddy ne possédait pas seulement la force, il prenait plaisir à l'utiliser. Ce n'était pas un tyran gratuit, mais s'il était provoqué, la réaction était immédiate, une explosion de violence soudaine. Les enseignants vivaient dans l'angoisse, ils comprenaient le danger. Si cet enfant ne trouvait pas une discipline de fer, sa colère allait devenir incontrôlable. Un seul avertissement ne suffisait plus. Les professeurs le savaient, sans une discipline de fer, sa colère finirait par causer un drame irréversible. Il s'est donc inscrit à l'université Queen's de Belfast. L'objectif officiel était de suivre les traces de son père et d'étudier le droit. Pourquoi s'enfermer dans une bibliothèque? Les codes juridiques et les amphithéâtres poussiéreux ne signifiaient rien pour lui. Ce qui le maintenait en vie, c'était le sport, le rugby et la boxe. Sur le terrain, ce n'était pas un simple étudiant, c'était une force de la nature. Il ne cherchait pas seulement à gagner le ballon, il cherchait l'impact physique. Ses adversaires finissaient le match couvert de bleu, le souffle coupé par la violence des chocs. En 1936, son talent brut lui a ouvert les portes de la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud. C'était un honneur rare pour un joueur aussi jeune. À première vue, une simple compétition sportive d'élite, mais en réalité, un exutoire brutal pour ses pulsions. La tournée était physiquement épuisante. Les matchs étaient durs, les plaquages dangereux, la pression incessante. Paddy ne se plaignait pas, il dominait. Il n'était pas seulement bon, il inspirait la terreur sur la pelouse. Dans les tribunes, les fans l'acclamaient. Mais dans les vestiaires, l'ambiance était différente. Ses propres coéquipiers gardaient une distance de sécurité. Son tempérament était volcanique, il ne supportait pas l'autorité. Il contestait les décisions de la direction. Les tensions montaient chaque jour un peu plus. La situation a fini par exploser. Lors d'une dispute banale, les mots ne suffisaient trop plus. Paddy a armé son bras. Il a frappé un membre de sa propre équipe. Le joueur s'est effondré, inconscient sur le sol. Personne n'a osé bouger. Les entraîneurs ont sérieusement envisagé de le renvoyer immédiatement en Europe. Ils ont hésité, puis l'ont gardé, mais le mal était fait. Quand la tournée s'est achevée, Mayne est rentré à Belfast avec une double réputation. C'était une star montante du sport. C'était aussi un homme dangereux. Il a continué la boxe à haut niveau. Sur le ring, il n'y avait aucune retenue. On voyait la puissance brute dans chacun de ses mouvements. Ses uppercuts étaient vicieux. Il ne frappait pas pour marquer des points, il frappait avec une intention destructrice. Pourtant,
Son avenir restait flou. Le droit n'était pas une passion. Le sport ne parvenait plus à contenir sa rage permanente. Ceux qui le côtoyaient le sentaient vaciller. Il marchait sur un fil très fin entre le succès et le chaos total. Mais tout a basculé en 1939. L'Allemagne a envahi la Pologne. La Grande-Bretagne est entrée officiellement dans la Seconde Guerre mondiale. À l'image, les journaux s'empilent dans les kiosques annonçant le début du conflit. Pour des milliers de jeunes hommes, c'était la peur panique. Ils redoutèrent les tranchées et la mort. Pour Paddy Mayne, c'était un moment de clarté absolue. Le monde avait enfin besoin de guerriers. Il avait désormais une raison légitime de libérer la violence qu'il portait en lui depuis toujours. Une signature au bas d'un formulaire. C'est l'acte simple qui a marqué le début de sa guerre. Il s'est engagé dans l'artillerie royale, la branche traditionnelle pour les hommes éduqués de son rang. Il pensait y trouver sa place, mais il a vite déchanté. La structure rigide l'étouffait. La routine des inspections et les exercices en rang serré l'ennuyaient profondément. Ce n'était pas la guerre qu'il cherchait, c'était une administration en uniforme. Il lui fallait du mouvement. Cette agitation intérieure l'a poussé vers une nouvelle unité, le 11e commando écossais. C'était l'une des premières tentatives britanniques pour créer une force de frappe d'élite. L'entraînement n'était pas conçu pour instruire, mais pour briser. Des immersions dans l'eau glacée jusqu'à l'hypothermie, des marches interminables en montagne, des combats à main nue où le sang coulait réellement. La plupart des recrues abandonnaient. Lui, il s'épanouissait. Ce défi physique brutal correspondait à sa force naturelle. La violence des exercices résonnait avec ses instincts. Mars 1941. L'heure de la pratique a sonné avec l'opération Claymore. La cible, les installations pétrolières allemandes et les usines de poissons sur les îles Lofoten en Norvège. Le plan était clair. Débarquer, détruire, semer la confusion et repartir. Sur les images d'archives, on voit d'épais nuages de fumée noire qui contrastent avec la neige immaculée. Les réservoirs explosaient. Les soldats allemands, pris par surprise, levaient les mains en l'air. C'était son premier vrai contact avec le feu. Pourquoi n'a-t-il pas paniqué comme les autres ? La peur est une réaction naturelle sous les balles, mais son rythme cardiaque n'a pas accéléré. Le vent polaire fouettait les visages. Les balles allemandes sifflaient autour d'eux. Il avançait avec une agression calme, tirant avec une précision mécanique. Il ne cherchait pas à se couvrir, il cherchait à tuer. Mais ce n'était que le début. Après le raid, alors que les autres commandos célébraient le succès et la destruction du matériel ennemi, il restait de marbre. Cette victoire rapide ne l'impressionnait pas. Il ne voulait pas de raids éclairs, il voulait s'enfoncer profondément en territoire ennemi. Il cherchait une guerre totale qui testerait ses limites. Plus tard cette année-là, le décor a changé. Il s'est retrouvé en Afrique du Nord. La neige a laissé place à la poussière et à la chaleur. C'est là qu'il a rencontré David Stirling. Un officier grand, arrogant, avec une vision nouvelle. Stirling voulait changer les règles du jeu. Il imaginait de petits groupes d'hommes impitoyables, parachutés loin derrière les lignes pour causer un maximum de dégâts. Pas d'ordre à attendre, pas de hiérarchie lourde, juste frapper et disparaître dans le désert. Stirling cherchait des profils rares. Il lui fallait des hommes capables d'une autonomie totale, insensibles à la pression psychologique. On l'a immédiatement mis en garde contre ce volontaire. On lui a dit qu'il était incontrôlable, trop violent, trop imprévisible pour une armée régulière. À première vue, un soldat dangereux pour ses propres officiers. Mais, en réalité, l'outil exact dont Stirling avait besoin. Le créateur de l'unité a ignoré les avertissements. Il a vu une utilité tactique dans cette imprévisibilité. Il l'a intégré dans son unité expérimentale, le SAS. À l'époque, ce n'était qu'un nom griffonné sur du papier. Mais avec cette nouvelle recrue, le concept allait devenir une réalité terrifiante. Il n'était pas juste un soldat de plus, il est devenu l'un des architectes les plus meurtriers de l'unité. 1941. C'est l'année où le désert d'Afrique du Nord a cessé d'être un simple champ de bataille pour devenir un abattoir. La campagne était brutale, rapide et totale. Les vastes étendues de Libye et d'Égypte offraient le décor idéal pour l'imprévisible. Les forces britanniques s'effondraient. Leurs lignes étaient étirées au maximum. Leurs pertes devenaient insoutenables face à Erwin Rommel. Le renard du désert frappait vite. Il contournait les positions fixes. Il ignorait les manuels classiques. Pourquoi les Britanniques échouaient-ils systématiquement ? Ils cherchaient une guerre de position.
Mais le désert exigeait du mouvement et de l'invisibilité. Les règles habituelles ne s'appliquaient plus. Il fallait des hommes capables d'opérer dans l'ombre, loin derrière les lignes de front. C'est ici qu'intervient Main. Une fois déployé avec le SAS, il n'a pas cherché à dompter le désert. Il l'a écouté. Il a mémorisé les patrouilles ennemies à la minute près. Il a cartographié mentalement chaque aérodrome allemand. Il a appris à se déplacer sans bruit au milieu des tempêtes de sable et sous la lumière crue de la lune. Ces raids n'étaient jamais improvisés. C'étaient des calculs mathématiques de la mort. Mais ce n'était que le début. Il observait sa cible pendant des heures, parfois des jours entiers. Il attendait l'erreur. Il utilisait le silence naturel des dunes comme une couverture. Son opération la plus célèbre a eu lieu en décembre 1941, près de Wadi Tamat. Avec une équipe réduite, il a infiltré un aérodrome lourdement gardé. Il n'avait pas de fusil, seulement des couteaux, des grenades et de petits paquets d'explosifs. À première vue, une nuit calme sur une base militaire, mais en réalité, une zone de destruction programmée. Main a placé les charges personnellement, une par une. Sa main ne tremblait pas. Il n'y avait aucune peur, seulement de la précision. Le froid du métal contre ses doigts. Le bruit imperceptible des détonateurs. Au lever du soleil, le bilan était catastrophique pour l'Axe. 24 avions allemands étaient en flammes. Sur la piste, on ne voyait plus que des carcasses tordues et fumantes. L'odeur du kérosène brûlé saturait l'air. Sur les rapports, le style de Main est décrit comme impitoyable. Il ne tolérait aucune hésitation. Il exigeait que chaque homme bouge comme un spectre. Si un soldat paniquait ou faisait du bruit, la correction était immédiate. Parfois un coup de poing au visage, parfois l'exclusion pure et simple de la mission. Main ne cherchait pas des héros, il voulait des exécuteurs. L'impact n'était pas seulement matériel, il brisait la confiance de l'ennemi. Les pilotes allemands ont commencé à dormir avec des pistolets sous leurs oreillers. La peur s'installait. Ils étaient terrifiés par ces tueurs silencieux qui arrivaient avec le vent. Le désert, autrefois leur forteresse, ressemblait désormais à un piège mortel. À l'image, les véhicules légers du SAS surgissent de nulle part. Avec le temps, Main a développé des techniques entièrement nouvelles. Il a abandonné les lourds convois de ravitaillement. Il a opté pour des jeeps dépouillés, surarmés et extrêmement rapides. Il a commencé à utiliser des tirs de diversion pour faire sortir les troupes ennemies avant de frapper la cible réelle. Ce n'était pas de simples ajustements tactiques, c'était la naissance des forces spéciales modernes. Il a transformé le chaos du désert en une arme. L'année 1943 a marqué un tournant brutal. David Stirling n'était plus là. Le fondateur du SAS avait été capturé par les forces de l'Axe en Tunisie. L'unité d'élite se retrouvait sans tête. Elle avait besoin d'un nouveau chef, mais pas d'un bureaucrate. Il fallait quelqu'un d'impitoyable. Paddy Mayne a pris le commandement sans la moindre hésitation. Il n'a pas prononcé de grands discours de motivation. Il n'est pas resté assis derrière une table couverte de cartes. Il a chargé son arme et s'est placé tout devant. Chaque mission sous ses ordres est devenue plus personnelle. En Sicile, la guerre a changé de visage. Le terrain était rocailleux et brûlant. Les Allemands, acculés, se battaient avec l'énergie du désespoir. Le SAS devait s'adapter. Mayne a transformé ses hommes en fantômes. À première vue, une simple unité de reconnaissance, mais en réalité, un scalpel enfoncé dans la chair de l'ennemi. Ils coupèrent les lignes téléphoniques. Ils minaient les convois de ravitaillement. Ils frappèrent les avant-postes allemands et disparaissaient avant la riposte. La vitesse était leur seule armure. Lors d'un raid spécifique, le silence a été leur meilleure arme. Ils se sont infiltrés sans un bruit. Ils ont saboté plusieurs chars. Ils ont détruit les postes de radio. 80 soldats ennemis ont été éliminés. Pas un seul coup de feu n'a été tiré. Les Allemands n'ont rien compris. À l'image, on ne voit que les résultats au petit matin. Des corps dans les fossés, des équipements brisés, la fumée noire des chars qui montent dans le ciel, et aucune trace des Britanniques. Mais ce n'était que le début. La violence de Mayne dépassait la simple nécessité militaire. Elle était primitive. Une rumeur persistante circulait dans les rangs. On racontait qu'il avait tué un officier allemand avec son propre casque. Il avait frappé encore et encore. On entend le bruit sourd du métal contre le crâne. Le visage de l'homme s'était effondré sous les coups. Un autre soldat ennemi a été retrouvé étranglé. Ses yeux avaient été arrachés à main nue. Pourquoi une telle rage ? Mayne haïssait la cruauté des nazis envers les civils.
Mais sa réponse était la terreur absolue. Il n'y avait ni témoin, ni rapport précis. Juste des murmures. Certains disaient que ces hommes commençaient à imiter sa froideur. D'autres affirmaient que Mayne faisait le sale boulot lui-même. Il ne croyait pas à la clémence. Il n'était pas là pour faire des prisonniers. Il était là pour éteindre la lumière. La situation a empiré en Italie continentale. Lors d'une embuscade, Mayne a défié toutes les règles de sécurité. Il a conduit sa Jeep directement au centre d'un camp allemand. Il était seul à bord. Une main tenait le volant, l'autre actionnait la mitrailleuse montée. La scène est chaotique. Les douilles brûlantes tombent sur le plancher du véhicule. Mayne lance des grenades à l'intérieur des tentes ouvertes. Il arrose les bunkers de balles traçantes. Il ne ralentit pas. Il continue de rouler jusqu'à ce que le camp entier soit transformé en brasier. Quand les renforts alliés sont arrivés, le combat était terminé. Le moteur de la Jeep tournait encore. L'ennemi était mort, jusqu'au dernier. Chaque raid laissait derrière lui un sillage de métal tordu et de terre gorgée de sang. Les rapports de mission restaient sobres. Ils mentionnaient des objectifs neutralisés et des pertes minimes. Mais la vérité était plus sombre. Partout où Mayne passait, le champ de bataille ressemblait à une boucherie. Les Allemands pensaient avoir vu le pire en Italie. L'erreur était interdite. L'invasion de la France approchait. Et dans l'ombre, Mayne affûtait déjà ses armes. Le 6 juin 1944. C'est la date qui a tout changé. Alors que les forces alliées prenaient d'assaut les plages de Normandie sous un déluge de feu allemand, le SAS était déjà infiltré. Pourquoi envoyer des hommes dans cette zone suicide avant même le débarquement? L'état-major n'avait pas le choix. Sans eux, l'invasion risquait l'échec total. Largués dans l'obscurité depuis des avions volants en rase-motte, ils ont atterri dispersés, désorientés, loin de tout renfort. Au cœur du territoire ennemi, Mayne a heurté le sol violemment, le souffle coupé par l'impact. Mais il ne s'est pas plaint. Il s'est relevé immédiatement, pas une seconde à perdre. Ces hommes se sont regroupés rapidement, se déplaçant à travers le bocage comme des spectres. La mission était claire, détruire tout ce qui permettait à l'ennemi de combattre avant même qu'il n'atteigne le champ de bataille. Les charges ont été placées sur les ponts stratégiques, sur les rails. Le résultat fut immédiat. Des trains allemands ont déraillé dans des gerbes d'étincelles et de métal tordu. Des convois de carburant se sont transformés en brasiers. À l'image, des colonnes de fumée noire montent vers le ciel gris. Chaque explosion poussait la ligne de front allemande un peu plus vers le chaos total. Mais ce n'était que le début. Une nuit, l'unité de Mayne a intercepté une colonne de véhicules blindés. Ils avaient terminé la route des heures auparavant. L'attente était longue, le silence pesant. À première vue, une route de campagne tranquille, mais en réalité, un piège mortel prêt à se refermer. Quand le camion de tête a explosé, la déflagration a déclenché une réaction en chaîne dévastatrice. Les chars ont basculé sur le côté, finissant leur course dans les fossés profonds. Les survivants ont tenté de s'échapper, certains étaient en feu, d'autres hurlaient de panique. Mayne n'a montré aucune pitié. Il a marché calmement au milieu des débris fumants. Il a achevé chaque survivant, un par un. Pas de cris, pas de négociation. Juste le rythme sec de son arme qui faisait son travail. Près de Caen, les renseignements ont signalé un centre de communication allemand camouflé dans une ferme. Le SAS s'est approché à la faveur du brouillard matinal. Mayne a mené l'assaut lui-même. Il a défoncé la porte d'entrée, sa mitraillette Thompson levée. À l'intérieur, le combat fut d'une brutalité inouïe. Un soldat ennemi a été battu à mort à coups de crosse de fusil. Un autre a eu le crâne fracassé contre un bureau en bois jusqu'à ce que le meuble craque. On entend le bruit sourd des impacts. Les autres n'ont même pas eu le temps de crier. Une fois le bâtiment nettoyé, Mayne l'a piégé avec des explosifs. Quelques minutes plus tard, la ferme n'était plus qu'un amas de poutres brisées et de fumée. La situation a empiré près de Saint-Lô. Un détachement allemand avait pris le contrôle de la mairie pour en faire un poste de commandement. Ils utilisaient les civils comme boucliers humains. Certains étaient torturés pour obtenir des informations, d'autres exécutés pour l'exemple. Les habitants suppliaient qu'on les aide. Mayne a écouté. Il n'a pas hésité une seule seconde. À la faveur de la nuit, son équipe a encerclé le bâtiment. Ils ont scellé les portes, bloqué les issues. Puis, sans un mot, ils ont incendié la structure depuis les fondations. Les cris ont résonné dans les rues quand le feu a pris de l'ampleur. La chaleur devenait insupportable.
Certains soldats ont tenté de sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes. Ils ne sont pas allés loin. Maine les attendait dehors, à découvert, méthodique, imperturbable. Il les a abattus un par un alors qu'ils touchaient le sol. Dans les jours qui ont suivi, un officier allemand capturé a parlé aux interrogateurs alliés. Il a décrit Maine. Selon lui, cet homme semblait né pour la guerre. Il se déplaçait à travers les décombres brûlants comme si le feu ne le touchait pas. On regarde ses bottes. Le cuir est roussi et rougi par la chaleur intense des incendies. Mais derrière l'efficacité militaire, quelque chose de plus sombre grandissait. Les hommes portaient déjà les fantômes d'Afrique du Nord. En Normandie, ces fantômes se sont multipliés. Les haies ne transpirèrent pas seulement l'humidité, elles puaient la mort et la pourriture. Des cadavres pendaient aux arbres, d'autres étaient entassés dans des caves ou enterrés vivants sous les décombres. Des villages entiers étaient réduits en cendres. Et pourtant, Maine ne s'arrêtait jamais. Il ne demandait aucune pause, il ne parlait jamais de ce qu'il voyait. Mais ces hommes ont remarqué les changements. Des silences interminables, une consommation d'alcool plus lourde, des éclairs de rage soudains et violents. La caméra enregistre. Ses mains tremblent légèrement quand il ne tient pas son arme. Il a commencé à se réveiller au milieu de la nuit, en sueur, la main crispée sur son arme de poing, le cœur battant à tout rompre. Mais le lendemain matin, il remettait son uniforme, le regard perçant, le fusil chargé. La guerre ne l'avait pas encore brisé, mais elle s'en approchait dangereusement. Début 1945. C'était le moment de l'effondrement final pour l'Allemagne. Pourquoi continuer à frapper si fort? L'ennemi était déjà en déroute, mais pour Maine, la reddition ne suffisait pas. La Wehrmacht reculait sur tous les fronts. Les villes n'étaient là plus que des ruines fumantes. Pourtant, la mission de Maine restait inchangée. Tuer l'ennemi, démanteler les infrastructures et ne laisser que des cendres derrière lui. Le SAS se déplaçait rapidement. Il traversait des villes dévastées et des forêts gelées par l'hiver. Leur cible était précise, les lignes de ravitaillement, les dépôts de munitions et les restes fanatiques de la SS en fuite. En avril, ils ont repéré une cible majeure, une caserne lourdement gardée près de la Ruhr. Les renseignements avaient marqué cet endroit sur la carte, un point de regroupement pour les officiers de haut rang. Maine a lancé l'assaut à l'aube. Le combat a été d'une violence inouïe. 30 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour briser la défense. Quand le tir a cessé, plus de 100 soldats allemands gisaient au sol. La plupart avaient été tués avant même de pouvoir épauler leurs fusils. À l'image, on voit les murs criblés d'impacts. Les éclats de grenades ont déchiqueté les uniformes gris. Maine marchait à travers les décombres. Il vérifiait les corps un par un. Il s'assurait qu'aucun ennemi ne se relèverait. Au sous-sol, il a fait une découverte. Le commandant de l'unité se terrait derrière des barils, tremblant de peur. Selon le témoignage d'un de ses hommes, Maine n'a pas prononcé un seul mot. Il a traîné l'officier vers la lumière, il a levé son fusil Lee Enfield. Il l'a frappé avec la crosse jusqu'à ce que le crâne de l'homme cède sous les coups. Pas d'hésitation, pas de pause, juste une justice brute délivrée en quelques secondes. À première vue, une opération militaire classique, mais en réalité, une exécution punitive. Mais ce n'était que le début. Dans un autre secteur, ils ont intercepté un convoi SS en pleine fuite. Au lieu d'engager le combat à distance, Maine a ordonné une embuscade à pleine vitesse. Les camions se sont renversés dans le fossé. Les pneus ont explosé sous le feu nourri. Les survivants tentèrent de ramper loin des carcasses, mais ils ont été abattus sur place. Personne ne s'est échappé. Les soldats ont empilé les papiers d'identité et les armes. Ils ont tout arrosé d'essence. Une allumette a suffi. Toute trace du convoi a disparu dans les flammes. À travers toute l'Allemagne, sa signature était la même. Vitesse, brutalité, silence. Les infrastructures étaient piégées avec des explosifs et réduites en gravats. Les aérodromes étaient pillés de tout matériel utile avant d'être détruits. Maine supervisait personnellement la démolition des hangars d'aviation. Ils étaient remplis de carburant et de munitions. On entendait les détonations à des kilomètres à la ronde. À la fin de la guerre, son bilan personnel était effrayant. Il avait détruit plus de 130 avions ennemis, certains au sol, d'autres en pleine opération. Mai 1945. La guerre était enfin terminée. L'Allemagne nazie a capitulé. Les foules célébraient dans les rues de Londres et de Paris. Mais Maine ne célébrait pas. Il ne souriait pas. Il a quitté les lignes de front avec plus de 30 missions confirmées à son actif.
des douzaines d'embuscades, des centaines de morts confirmées. Il traînait une réputation qui rendait même ses propres hommes nerveux. Mais la victoire a un coût. Des années de sang et de feu lui avaient arraché quelque chose d'essentiel. Il ne parlait jamais de ce qu'il avait vu en Allemagne. Ce n'était pas nécessaire. Tout était écrit dans son silence. On le voyait dans sa manière de regarder à travers les gens, plutôt que de les regarder en face. Pour le monde, la guerre était finie. Mais pour lui, le silence du champ de bataille n'apportait aucune paix. Le bruit intérieur était devenu assourdissant. Le retour à la vie normale était impossible. Trois décorations pour service distingué. C'était le bilan officiel affiché sur sa poitrine. Une distinction presque unique dans l'histoire militaire. Mayne est rentré en Irlande du Nord avec ses médailles, mais surtout avec ses fantômes. Pour ces hommes, il était un dieu de la guerre, un intouchable. Mais dans le monde civil, ce statut ne valait rien. Le retour à la normale s'est transformé en épreuve insurmontable. Il a tenté de se réinsérer. Il essayait de vivre comme tout le monde. Mais pour lui, cela revenait à essayer de respirer sous l'eau. Pourquoi Mayne n'arrivait-il pas à s'adapter? Il avait survécu au pire. Mais le calme des bureaux était plus insupportable que le fracas des armes. Il a d'abord repris le chemin du droit. Les tribunaux, la paperasse administrative, les dossiers empilés, tout cela lui semblait futile, une absurdité totale. Il a abandonné, il a tenté de se lancer dans les affaires. Nouvel échec. L'alcool est alors devenu sa routine quotidienne. La violence est devenue son seul langage. Dans les pubs, les bagarres éclataient sans préavis. Un mot, un regard, Mayne frappait. Il assommait des civils avec une précision létale. Il les traitait comme des soldats ennemis sur le front. À première vue, un vétéran respecté qui perdait pied. Mais en réalité, un homme qui cherchait à faire taire le bruit dans sa tête. Quand il ne se battait pas, il sombrait dans le silence. Les témoins rapportent la même scène. Mayne restait assis pendant des heures, immobile, le regard verrouillé sur un point invisible. À l'image, on devine un homme absent. Ses lèvres bougeaient à peine. Il murmurait des noms, la liste interminable de ses amis enterrés en terre étrangère. La nuit n'offrait aucun refuge. Chaque sommeil se transformait en champ de bataille. Les cris, le souffle des explosions, l'odeur du feu. Il ne pouvait pas s'échapper. Certains matins, il se réveillait en nage, le corps trempé de sueur froide, les mains crispées. Les ongles plantés si profondément dans ses paumes que la peau saignait. L'entourage était impuissant. Personne ne savait comment réagir. Le stress post-traumatique était un concept inconnu. On appelait cela l'obusite. La société imposait une règle simple. Tourne la page. Mayne ne pouvait pas. Il s'est isolé. Il a coupé le contact avec la plupart des gens. Mais la situation a empiré. Le 14 décembre 1955, tout s'est arrêté. Il est tôt le matin. Mayne est seul au volant de sa voiture. Le moteur rugit dans l'aube naissante. Le véhicule percute violemment un lampadaire. Sur la route, la police fait un constat glaçant. L'asphalte est net. Aucune trace de dérapage. Aucun signe de freinage. Le rapport officiel a conclu à un accident de la route. Mais pour ses proches, la lecture était différente. Ce n'était pas une perte de contrôle, c'était une reddition. Un homme qui avait trop vu et trop subi. Mayne avait seulement 40 ans. Pour lui, la guerre ne s'était jamais vraiment terminée.